des mots pour dire qui on est, qui on veut devenir. Des mots qui crient, des mots qui pleurent, des mots qui rient, des mots d'amour couchés sur le papier. Originaire de l'Outaouais, Annie-Claude Thériault enseigne la philosophie au Collège Montmorency. Passionnée de philosophie politique et de littérature, elle a remporté plusieurs concours de nouvelles et elle vient tout juste de publier son premier roman, Quelque chose comme une odeur de printemps, aux éditions David. Annie-Claude Thériault, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Identité littéraire. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 livres marquants, 3 lectures qui ont été vraiment significatives dans votre vie. On commence tout de suite avec Le Maître des illusions, un livre que je vois qui a été manipulé. Oui, il a été traîné en tout cas. Ouais. Donc, Le Maître des illusions de Donna Tartt. Vous avez lu ça vers quelle époque de votre vie? J'avais, je pense que j'ai encore la date à l'intérieur, 94, donc j'avais autour de 15 ans, peut-être secondaire 5. Puis c'est un livre que, je me souviens, mon père m'avait ramené ça. Il avait entendu une critique à la radio, quelque chose comme ça. Puis donc, il arrive à sa petite fille de 15 ans avec cette espèce de brique-là. Oui, c'est quand même imposant. C'est ça. Donc, d'emblée, là, espèce de fierté de se dire « Ah ouais, moi, je vais lire ça. » Donc, mais ça a été un livre, bon, comme on voit que j'ai traîné partout. Hein, il y a tout défait ici, les feuillets s'enlèvent. Puis, surtout, un livre avec lequel j'ai fait une légère obsession. Vraiment, donc, je ne sais pas si l'histoire est généralement connue, tu sais, histoire policière. Oui, on dit souvent que c'est un thriller, mais finalement, il y a l'aspect aussi, la manipulation, la fascination psychologique. Tout à fait. Oui, les sentiments, l'honneur, la fierté, la dignité. Puis c'est aussi un livre qui est grandement philosophique, ce qui m'a beaucoup influencée, je pense, dans ma carrière. Vous êtes professeur de philo. Exactement, donc, oui. Donc, il y a eu mon première approche à la philosophie avec ce livre-là. Il y a aussi eu, plus que ça, dans mon carnet de finissant, dans mon cahier de finissant, le livre des finissants là, à l'école secondaire, j'avais même fait écrire une phrase en latin qui venait de ce livre-là. Donc, vaut mieux mourir que se déshonorer ou des choses comme ça. Puis vraiment, je suis venue à vouloir vivre comme ces personnages-là. Tu sais, j'ai fait une obsession, je voulais aller dans des résidences à l'université parce que ça se passe... On peut peut-être en parler, c'est ça, un petit peu. Donc, on suit un groupe d'étudiants sur un campus... universitaire américain, qui ont fait dans une bacchanale, qui ont commis un meurtre ou enfin, on ne sait pas trop, et finalement, ils finissent par devoir tuer un de leurs amis. Hein. Donc, c'est tout autour de ce groupe d'amis-là. Il se développe une grande amitié autour d'un professeur de lettres anciennes. Et puis, donc, c'est vraiment un livre d'atmosphère. Ouais. On dit qu'effectivement, c'est un trailer, mais... Envoûtant. Voilà, envoûtant, psychologique. Puis, donc, ça m'a... Non seulement c'est un excellent livre, mais ça m'a marqué, parce que c'est là le jeu, l'exercice à faire. Ça m'a marqué, puis je me suis même mis, par exemple, à collectionner les Monts Blancs, comme Henri, le personnage du livre. Donc là, pendant 5-10 ans, je voulais toujours des Monts Blancs pour avoir sur ma table un plat plein de Monts Blancs, comme Henri avait dans le livre. Puis même, je me souviens m'être posé des questions du genre « Serais-je capable de tuer un ami? » Alors, on va passer à votre second titre. Donc, un autre registre complètement, La vallée des avalées de Régent Ducharme. Donc, une lecture que vous avez faite subséquemment. Exactement. Donc, ça, c'est peut-être, je dirais, l'année suivante. Et là, c'est tout à fait différent. Hein? On entre vraiment dans un autre registre. Alors que dans Le Maître des illusions, c'est pas tant l'écriture que l'histoire, que la psychologie des personnages. Le Régent Ducharme, c'est l'écriture. C'est l'invention des mots. C'est aller contre la logique ambiante de l'écriture. C'est aussi tout le nihilisme desquels font preuve les personnages. Hein? Une espèce de... C'est juste la première... il me semble que c'est dans la première... Le début de ce livre-là. « Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis affalée. C'est dans mon ventre que j'étouffe.
quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles. Le visage de ma mère est beau pour rien. Donc là, on est vraiment dans... Le visage de ma mère est beau pour rien. C'est tout à fait l'espèce de nihilisme ambiant, le rejet de la vie, le rejet des valeurs qu'on a habituellement. Donc ça aussi, ça a été donc 16 ans peut-être, début cégep. Et là, contrairement au Maître des illusions, celui-là, je l'ai relu. Ouais. Donc là, ça, c'était le petit livre. D'ailleurs, je l'avais en poche. Ça, c'est pas ma version originale. Je l'avais en poche, je le traînais partout avec moi, je le recommandais à tout le monde. Il fallait... à cette époque-là, je me disais, ceux qui n'ont pas lu La Vallée des Avalées ne connaissent pas la vie. Il y avait quelque chose, là, vraiment de... Puis là aussi, j'ai fait une légère obsession. Il faut croire que je suis un peu obsédée avec les... J'ai fait une légère obsession avec La Vallée des Avalées sur Régent Ducharme. Bon, évidemment... Parce que comprendre le mythe autour de cet écrivain. C'est ça, personnage mystérieux, absent, qui rejette un peu les conventions, qui se présente pas en public, qui va pas chercher ses prix. Donc là, obsession sur l'auteur lui-même. Puis, je me suis mis aussi à collectionner, donc, les Ducharme. J'avais les petits livres, mais je voulais m'acheter les versions Gallimard pour les avoir dans ma bibliothèque, là, puis c'était bien important. Et aussi, je pense que ça a été, en partie, la raison pour laquelle je ne suis pas allée en littérature. Donc, parce qu'à l'université, au départ, j'étais en lettres françaises et en philosophie. J'hésitais un peu entre les deux. Et j'ai suivi un cours sur Régent Ducharme. J'ai dû l'abandonner. Parce que là, je ne voulais pas entendre parler de mon auteur préféré de cette manière-là. Je me disais, mais qui sont-ils pour commencer à analyser Régent Ducharme? C'est peut-être pas ça qu'il a voulu dire. Puis il voudrait pas qu'on l'analyse. Donc là, j'ai abandonné. J'ai quitté les cours de lettres françaises parce que je trouvais ça honteux d'essayer d'analyser Régent Ducharme. C'était une insulte à l'auteur qui aimerait pas ça, il me semblait, là, se faire analyser comme ça, là. Donc ça a été vraiment une espèce de révélation autour de mes 16 ans, mais que j'ai continué à lire et à relire. Puis en fait, évidemment, c'est l'entrée dans l'œuvre de Régent Ducharme. Alors, on va laisser un peu se mettre de côté. L'élégance du hérisson, votre troisième choix, Muriel Barbery, donc une lecture plus récente, puisque c'est un titre quand même qui a quelques années. Oui. Ça, c'est... Puis là, c'est intéressant parce que on pourrait presque dire que c'est la somme des deux autres. Ah oui? Bien, il y a tout l'aspect philosophique du Maître des illusions et en même temps, tout l'aspect littéraire, envoûtant, tragique, mais en même temps attachant de Régent Ducharme. Donc là-dedans... c'est une analyse intéressante, oui, c'est vrai. Là, j'avais l'impression d'avoir atteint l'espèce de summum. Là. Quand j'ai lu ça, c'était particulier. C'était sûrement autour des années 2009, donc assez récemment. Je partais en voyage, en vacances, en fait, aux États-Unis. J'allais rejoindre mon conjoint qui était là-bas. Et je ne sais plus qui, c'est vague, je ne sais pas qui m'avait parlé de ce livre-là. Mais donc, j'apporte ça, aucune idée de quoi ça parle, je ne sais pas c'est quoi. Et finalement, j'ai passé la semaine, même si t'es sur le bord de la mer en Californie, je voulais rien savoir. J'étais assis sur une chaise à lire mon livre pendant la semaine au complet, puis à pleurer. Tu sais, t'es dehors au gros soleil, puis là, tu pleures. C'est beau, c'est triste, c'est prenant, c'est intelligent, c'est tout, là. Donc là, j'avais vraiment l'impression d'être tombée sur la perle rare, là. Enfin, le livre, là, qui... Puis tantôt, je parlais de la forme. La forme aussi, là-dedans, elle est géniale. Des petits chapitres, des petits titres. Ça, je dois dire que ça m'a beaucoup influencé dans mon écriture. Ah oui. Parce que quand j'ai écrit mon livre, je suis retournée aux États-Unis. J'ai pris des vacances, puis je suis retournée rejoindre mon conjoint, puis j'ai écrit là-bas, puis c'était l'année suivante, mais j'ai l'impression que l'atmosphère de ce livre-là, l'ayant lu là-bas, même si j'y pensais pas... Ça vous habitait d'une certaine façon? Ça m'a beaucoup habité, ouais. Les personnages, la manière dont elle a réussi à créer une histoire qui est à la fois triste, intelligente et belle.
Bien, c'est très inspirant. On espère que ça va donner le goût, en fait, à tout le monde de se plonger. Il y a son premier titre aussi, semblerait-il, que j'ai pas lu, Une gourmandise qui, semblerait-il, est aussi bon. Il faut que je me le mette là-dedans. Oui, tout à fait. Incessamment. Merci beaucoup, Annie-Claude Thériault. Merci. Éric Dupont est professeur de traduction à l'Université McGill. Également écrivain, il a publié plusieurs romans aux éditions Marchand de Feuilles. Son tout dernier, La fiancée américaine, a connu un vif succès tant critique que populaire. Il est d'ailleurs finaliste au Prix des libraires du Québec. L'écriture d'Éric Dupont est caractérisée par un humour grinçant et des interventions surnaturelles qui se rapprochent du réalisme magique des écrivains sud-américains. Éric Dupont, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Identité littéraire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous a demandé de faire un exercice pas facile, de remonter en fait le fil du temps pour aller chercher 3 lectures, 3 livres qui vous ont particulièrement marqué, qui ont laissé une empreinte et vous avez fait l'exercice pour nous. Vous avez choisi de nous parler en premier d'un conte que je ne connaissais pas, Ma vache Bossie de Gabriel Leroy. Oui, c'est un des rares livres pour enfants que Gabriel Leroy a écrit. C'est un livre qui m'a été offert tout de suite après ce qu'on appelle l'éclosion de lecture en première année, à l'époque où je vivais à Notre-Dame-du-Portage avec mon père. Et puis, si j'ai choisi Ma vache Bossie, c'est un peu comme une synecdoque, comme la partie pour le tout là, de toute l'œuvre de Gabriel Leroy, qui pour moi est très importante, qui m'habite, qui a fait partie de mes lectures marquantes. Parce que il fallait que je choisisse quelque chose de Gabriel Leroy, mais je ne savais pas quoi. J'aurais voulu dire tout. Et puis je pense qu'en prenant Ma vache Bossie, le tout premier mot de Gabriel Leroy, je crois que j'arrive à dire tout ce qui a suivi après Ma vache Bossie. La raison pour laquelle le livre était important, non seulement pour moi, mais pour nous, c'est que mon père avait un attachement particulier pour le Manitoba, pas parce qu'il y était allé, mais parce qu'il avait là une tante qui était une sœur de mon grand-père, si je me souviens bien. Elle s'appelait Jeannette. Puis elle était déménagée là, genre en 48, en 50. Puis ce déménagement-là les avait beaucoup attristés, là, les Dupont, dans le bas du fleuve. Ils avaient trouvé ça très triste, parce que c'était très loin à l'époque d'aller au Manitoba. Et puis, bon, elle écrivait de longues lettres du Manitoba, ou parfois il téléphonait, ça coûtait cher. Une fois tous les 2 ans, il venait. Puis ils avaient gardé une profonde affection pour Jeannette et son mari. Je pense qu'il s'appelait Alphée. Alphée Ouellette, son mari. Puis, ces gens-là, évidemment, sont morts à Saint-Boniface. Je crois qu'ils sont décédés à Saint-Boniface maintenant. Je les ai rencontrés une seule fois. Ils étaient très âgés. Puis ils étaient venus dans le bas du fleuve. J'étais tout jeune. Et puis quand papa m'avait offert le livre Ma vache Bossie, il y avait derrière le livre non seulement Gabriel Leroy, mais il y avait toute la peine que ma grand-mère avait eue de voir sa belle-sœur partir. Il y avait ma grande-tante Jeannette, il y avait tous les Franco-Manitobains, il y avait tout un voyage en arrière du livre. T'sais, le livre n'est pas tout seul. Puis je sentais qu'il me remettait quelque chose d'important, puis qu'il m'avait expliqué en ces termes que c'était un livre qui venait du Manitoba. Puis je l'avais associé, j'associais Gabriel Leroy toujours à cette tante perdue au Manitoba, cette tante partie dans l'Ouest. Puis, bizarrement, ce genre de choses-là revient dans les livres de Gabriel Leroy, tu sais, des gens que tu as perdus là, par la colonisation, qui sont partis au diable vauvert dans des provinces improbables, loin. Alors, vous avez choisi ensuite de nous parler de Jean Cocteau, Les Enfants terribles. Oui, oui. Ça, Les Enfants terribles, ce livre-là traînait justement dans la bibliothèque d'une des femmes de mon père. Quand ma sœur et moi étions petits, nous formions une sorte de... Je m'entends toujours très bien avec ma sœur et on a traversé plusieurs choses quand nous étions enfants, mais jamais on a été séparés. De sorte qu'on traversait diverses cellules familiales ou environnements familiaux, là, sans jamais être séparés. De sorte qu'après quelques années, on est devenu un peu imperméable au changement et on avait déjà formé notre propre monde, OK, où il y avait certaines règles à respecter, mais où on comprenait très bien ce que le monde extérieur pouvait nous apporter et pas nous apporter. OK? Et
quand nous étions petits, ce livre traînait, ça s'appelait Les Enfants terribles de Jean Cocteau. On ne savait pas qui c'était, on avait 9-10 ans. On a commencé à le lire pour l'histoire. On ne comprenait rien. Et puis, plus tard, à l'adolescence, je l'ai relu. D'abord capté par la beauté du langage. La poésie. La pureté du langage de Jean Cocteau. Il n'y a rien, il n'y a pas de gras, là, il n'y a rien de superflu. Et aussi par ce monde de l'adolescence qu'il avait créé, des mystères de l'adolescence. Parce qu'il y a des relations amoureuses où il y a un réseau de sentiments amoureux très complexes entre 4 personnes ou 5 même. Oui, ils sont 5. Dargelos est au centre de tout ça. Dargelos, qui est le personnage principal, mais qui fait une très, très courte apparition au début du livre. Là. Et il y a un réseau de relations amoureuses qui me rappelait un peu, et qui me rappelle toujours, cette relation privilégiée que j'avais avec ma sœur. Cet espace mental qu'on avait créé juste pour nous, là, puis qui existe encore, qui est là, Maintenant, la dernière lecture, je ne sais pas si le choix a été difficile ou si ça s'est imposé un peu comme Cocteau, mais Janet Winterson. Ouais. Donc, l'exemplaire est dans la langue d'origine, donc « Oranges are not the only fruit ». On a une traduction qui est disponible, mais vous l'avez lu en anglais. Oui, oui. Ce qui est arrivé, c'est que quand je vivais à Berlin en 93, j'avais une amie américaine qui s'appelait Carol Harris, et que j'aimais beaucoup. Je la trouvais très intrigante. Elle était différente des autres. Et moi, je lisais très peu en anglais à l'époque. Des livres théoriques, oui, mais... Et puis, je pense que le continent de la lecture, pour moi, il s'est toujours découvert... J'ai toujours eu un guide, c'est-à-dire que c'est par le cœur que j'y entre. Hein. C'est pas... Mes meilleures lectures, les choses que j'ai le plus aimées, c'est des choses qui m'ont été données et que j'associe à la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la compagnie qui compte. Donc, elle me donne ça. Et puis, je commence à lire. Et puis, je trouve ça très drôle au début. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui grandit dans les années 70, je pense, dans une famille évangéliques baptistes, mais intenses, là, gens qui attendent la venue du Christ, là, que la fin du monde est proche, puis qui font des réserves. Et qui croient à la possession, c'est-à-dire que les gens sont possédés par le démon. Et c'est son autobiographie à Janet Winterson. Et d'une mère adoptive folle furieuse qui l'élève et qui est très dure envers elle. Elle ne veut pas l'envoyer à l'école, par exemple. C'est l'État qui la force à l'envoyer à l'école. Ensuite... ah oui, le grand drame, c'est qu'à un certain moment, à l'adolescence, à 12 ans, la narratrice développe des sentiments amoureux pour d'autres filles. Et ça devient un drame. La mère la fait exorciser. Et c'est à partir de ce moment-là, les choses cessent d'être drôles dans « Oranges are not the only fruit », dans ce livre. Et c'est cette manière que Janet Winterson a eue dans ce livre, et dans d'autres aussi, et elle l'a toujours, je crois, de nous faire comprendre que la légèreté n'est pas l'antonyme de la profondeur. Qu'on peut allier légèreté et profondeur en littérature. Et ça, je crois, je me trompe peut-être, mais je n'avais pas vu ça dans la littérature québécoise avant. Éric, merci beaucoup de votre générosité, vraiment. C'est moi qui vous remercie. Laurence Aurélie Théroux-Marcotte a un bac en psychologie et une maîtrise en psychoéducation. Très impliquée dans le domaine du livre, elle donne fréquemment des conférences et des animations sur l'écriture et la lecture. Elle est aussi auteure d'albums et de romans jeunesse et plus récemment, elle a fondé sa propre maison d'édition, Tête Première, qui a fait une entrée remarquée sur la scène littéraire avec la publication du Dictionnaire de la révolte étudiante où une centaine de journalistes, auteurs et artistes ont été invités à signer de courts textes sur le mouvement social du printemps québécois. Laurence Aurélie, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Identité littéraire. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était une très belle invitation, c'était un très bel exercice à faire aussi. Pas facile, hein? Non, pas facile. Seulement choisir 3 lectures parmi toute notre histoire de lecteur, c'est pas un exercice facile. Non, absolument pas. Donc, quand même, il a fallu le faire. Alors, vous avez choisi 3 titres. Oui, voilà. On commence avec un album jeunesse, Le Prince Gringalet de Babette Cole.
publié au Seuil. Donc, une lecture d'enfance? Lecture d'enfance, lue et relue. D'ailleurs, le livre il se tient plus ou moins, puis il y a le nom écrit par ma mère, donc j'ai dû l'apporter à l'école à un moment donné ou à un autre. Le Prince Gringalet, Babette Cole a vraiment bercé mon enfance. J'adorais Babette Cole. Elle avait une façon d'écrire que j'avais pas vue beaucoup. Bien, évidemment, j'étais tout petite, mais bon, mon père travaillait dans le milieu du livre, donc chez moi, le vendredi soir, mon père arrivait avec des piles, ça de haut, bien, dans ma tête d'enfant, c'était ça de haut, peut-être qu'avec le temps, ça serait plus ça de haut, mais de livres jeunesse, de livres de toutes sortes, ce qui fait que pour moi, le livre, c'était pas quelque chose de spécial, c'était quelque chose qu'on avait à la maison comme des ustensiles ou comme des bas. Et mes parents offraient souvent des livres en cadeau à mes enseignantes. Enseignantes, parce que j'ai pas eu d'enseignant au primaire. Puis je comprenais pas c'était quoi le cadeau. Je les offrais en m'excusant. Ben mes parents t'offrent ça. Puis les enseignantes étaient super contents. En fait, c'était pas une tasse ou un kit de savon. Puis je comprenais pas. Puis ben, Le Prince Gringalet, je dirais que c'est un des livres... Il y avait des livres en même temps, je comprenais pas pourquoi le livre, mais en même temps, il y avait ces livres-là qui étaient marquants pour nous. Il y en avait quelques-uns. Je dis nous parce que j'ai un frère qui a à peu près le même âge. Donc, on passe à un autre registre complètement différent comme lecture, Monsieur Butterfly de Howard Button. Bien, en fait, ce livre-là, je l'ai lu à l'université. J'étais à l'université en psychologie. Donc, il y a déjà des parallèles à faire. Oui, des parallèles. J'ai découvert cet auteur-là quand j'avais 5 ans, je m'ai tuée, qui est probablement son plus gros succès, je pense. Je pense pas me tromper en disant ça. J'ai toujours eu de la difficulté à lire. Je suis pas une grande lectrice, malheureusement. Ça fait que j'ai... Puis, bon, dans ma famille, la seule façon d'être rebelle, vraiment, c'était de dire « j'aime pas ça lire ». Ça créait un remous que je voulais créer à cet âge-là. Donc, ça a été long avant que je me mette à lire du roman. Je lisais beaucoup d'albums jeunesse, mais du roman, ça a été long. Puis quand je lisais du roman, je lisais souvent des choses faciles, et donc ça faisait rager quand même mes parents qui avaient donc hâte que je lise la vraie littérature. Et donc, quand je suis tombée sur Howard Button, quand j'avais 5 ans, je m'ai tuée, c'était un livre qui m'a complètement frappée parce que je retrouvais la naïveté de l'enfant, en fait, dans le discours. Donc, on est très loin de l'album jeunesse, mais en même temps, pas tant. Parce qu'il y a cette façon-là de raconter avec une naïveté simple. Mais je relisais des extraits hier, puis à un moment donné, il dit cette femme était vieille et gentille. C'est ça dans la pensée de l'enfant. C'est pas teinté vieux puis gentil. C'est pas méchant, vieux et vieille, c'est tout. C'est comme ça. Puis c'est comme ça que cet auteur-là s'exprime tout le long du livre, simplement. C'est rafraîchissant. Rafraîchissant. Puis c'est vraiment, c'est ça, toujours la vision naïve de l'enfant qui voit un monde tel qu'il le voit, sans plus, sans moins. Et dans ce roman-là, en fait, c'est Monsieur Butterfly qui décide d'arrêter d'être clown parce que ça marche pas, puis tout ça. Et en fait, sa dernière prestation de clown, il l'a fait dans un hôpital pour enfants. Et il y a une infirmière qui est là, qui lui dit que les enfants vont être placés dans des familles et que le gouvernement est prêt à offrir tel montant à des familles pour les garder. Et comme ça, il dit, ben tu m'en mets 4. Et il se retrouve avec un enfant schizophrène, un autre qui a un problème paranoïaque complètement délirant, avec un autre enfant qui a une trisomie 21. Là, je pense peut-être que je fais des recommandes, en tout cas. Puis une autre qui est hyper brillante, qui a un QI au-dessus de la moyenne, mais que ses jambes ne fonctionnent pas. Et c'est de le voir à quel point il agit là-dedans avec légèreté. Tu sais, ses 4 enfants, mais je vais les élever à peu près, puis c'est tout. Il se retrouve tout seul avec ses 4 enfants, aucune expérience ni rien. Mais il va avec cœur, avec avec toute la naïveté possible et imaginable. Et ça, bien évidemment, ça fait grandir tout le monde là-dedans. Tout le monde y trouve son compte. Et lui, le premier, probablement. Donc, une lecture plus récente, La valse des batteurs d'Alain Ulysse Tremblay, aux éditions Coup de tête. Oui. Ils sont reconnus pour avoir des textes un peu coup là, on n'est pas dans la naïveté de l'enfance. Non. Pas du tout. On est...
En fait, j'ai lu ça en 2010 parce que j'ai rencontré Michel Vézina. Oui. Je travaillais au 400 coups. Puis, il m'a convaincue, en fait, de lire Coup de tête. Quand on rencontre Michel, on tombe en amour avec ses passions à lui, je pense, parce qu'il est tellement généreux dans ça. Et c'est une maison d'édition qui s'adressait, en fait, au départ, la phrase, créneau, leur créneau, c'était vraiment faire lire les gens qui lisent peu. Moi, je me disais, j'ai tellement de difficulté à lire. On a découvert après que c'était un déficit d'attention, mais j'avais tellement de misère, puis j'étais tellement dans un milieu où il fallait que je lise, que je me suis dit, je vais rentrer là-dedans, je vais essayer, je vais voir. Et c'était complètement... Coup de tête était mon style de littérature, finalement. Ça bougeait, ça rockait, puis en même temps, c'était pas juste de l'action pour de l'action. Il y avait quand même une réflexion et tout ça. Et je suis tombée sur Alain Ulysse Tremblay, La valse des bâtards, et j'ai arrêté de respirer. Parce que Alain Ulysse Tremblay, je pense que c'est un de nos plus grands auteurs au Québec et qui est extrêmement méconnu. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que tout le monde devrait avoir lu Alain Ulysse Tremblay. C'est magnifique. Le thème est vraiment très dur. C'est 6 personnages qui, dans leur vie à Montréal, finalement, des vies difficiles, de drogue, de prostitution, de victimes d'inceste, des vies vraiment pas faciles. Mais Alain Ulysse Tremblay réussit à décrire chacune des vies de ces personnages-là sans jamais juger. On ne sent jamais qu'il juge le personnage ou qu'il dit « Ah, le personnage a donc une vie difficile » ou « Ah, tu sais, on sait bien, il prend de la drogue, fait qu'il pourrait après. » On ne sent jamais un regard jugeant. C'est simplement des gens qui racontent leur vie, puis que leur vie n'est pas difficile parce que c'est leur vie. C'est ça qu'ils vivent, c'est ce qu'ils connaissent. Et la force de cet auteur-là, c'est qu'il est capable d'aller dans le dialogue, chercher une finesse de l'écriture, c'est-à-dire que chacun des personnages parle le joual dans ce récit-là, mais chacun a son accent. Et on sait toujours quel personnage parle, juste à cause de l'endroit où l'élision est faite ou tel mot qui revient, un petit tic de langage ici ou là. En fait, c'est la première fois dans ma vie que je criais en arrivant à la fin d'un livre. J'ai pas pu le retenir, j'ai crié. Je sais pas. Ça m'est arrivé avec 3 des Alain Ulysse Tremblay. Donc, un auteur à découvrir, oui, si vraiment, vous l'avez vraiment pas lu. Oui, magnifique. Laurence Aurélie, merci beaucoup. Merci à vous. Des mots pour